cher Jean-Louis Etienne. Je vous ai écouté, j'étais derrière, mais je n'ai pas voulu vous interrompre, ni déranger, ni vous déranger, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général du CESE. Mesdames et Messieurs, d'abord, dans la continuité de ce que vous venez de dire, cher Jean-Louis Etienne, c'est vrai que votre message est vraiment un message de créativité, d'innovation, de courage. On a eu l'occasion d'ailleurs de partager ensemble lors de notre expédition scientifique cet été en Arctique, à la fois le cheminement de votre vie et qui illustre tellement bien la journée que vous avez organisée aujourd'hui sur la France des solutions, c'est-à-dire croire que finalement l'impossible peut devenir possible. Je voyais d'ailleurs il y a 2 jours un extraordinaire reportage sur Arte, sur Charcot, dont nous avons vu aussi l'exposition à la Maison d'Amérique latine, et dont le bateau s'appelait « Pourquoi pas ». Je crois que tout est dit, en fait, dans cette expression. Et comme vous le savez, comme vous venez de le dire, c'est vrai que je soutiens activement le projet PolarPod. Je pense qu'il est réalisable et que vous allez réussir à le réaliser. Et ça, c'est quand même une excellente nouvelle, parce que ça veut dire aussi que la science française reste à la pointe de la créativité, de l'innovation, de la question climatique. Et d'ailleurs, si je suis venue parmi vous, c'est aussi parce qu'au fond, nous nous trouvons à un moment historique très important, puisque contre tout ce qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire une ratification de l'accord de Paris en 2018 seulement, voire 2020, ça y est, nous avons réussi à raccourcir les délais. C'était pour moi très important de montrer que l'urgence climatique était capable de se traduire par une urgence dans les procédures, qu'en aucun cas les opinions publiques ou les peuples du monde entier qui souffrent du dérèglement climatique n'auraient accepté qu'on leur explique, ben voilà, il y a eu un accord à Paris, à main levée, mais maintenant il faut que ça passe concrètement en application. Pour ça, il faut que ça soit adopté par les délibérations des conseils des ministres dans le monde entier, puis que ça passe au vote des parlements, mais vous comprenez, c'est trop compliqué, donc on prend 2 ans pour le faire. Protocole de Kyoto, 6 ou 7 ans, il a fallu. Donc ça, c'était vraiment impossible. Et moi, je me réjouis de voir que les plus grands pollueurs de la planète ont fait mouvement, que l'Union européenne a enfin fait mouvement, et que nous venons de passer le seuil, vous le savez, des 55 États représentant 55% des émissions de gaz à effet de serre, et donc que l'accord de Paris entre en application. Et au terme du délai prévu dans l'accord de Paris, celui-ci sera définitivement irréversible le 4 novembre prochain. Donc, c'est dire à quel point cet accord doit se décliner en solutions, bien évidemment, solutions. Et d'ailleurs, c'est l'agenda des solutions qui a été inscrit à la conférence de Paris en décembre dernier. Et par conséquent, il y a une articulation entre les solutions des citoyens, les solutions locales, et les solutions globales et les solutions internationales. Alors, quand j'ai réfléchi au sujet que je pouvais aborder brièvement devant vous, je me suis dit que j'allais vous donner en primeur, finalement, ce que j'ai retenu dans cet agenda des solutions, déjà que j'avais porté pendant la conférence de Paris, où il y avait l'accord, et puis il y avait l'agenda des solutions, avec la journée de l'action. Et 70 coalitions ont émergé de cet agenda des solutions. Et dans ces 70 coalitions, j'ai décidé au nom de la France, non seulement en tant que présidente de la COP, mais comme ministre chargée des négociations climatiques et chargée de l'énergie, donc de la transition énergétique, de retenir, en fonction justement de la mobilisation des ONG, de la mobilisation des entreprises, de la mobilisation des territoires, de la mobilisation de tous les acteurs, un certain nombre de coalitions que je suis en train de structurer pour qu'elles aussi, elles deviennent irréversibles, et dans la perspective, bien évidemment, de maintenir la dynamique pour la COP22. Alors, il y a d'abord l'Alliance solaire internationale, avec les premiers programmes opérationnels. Je signerai les statuts cette semaine avec l'Inde. La France a lancé cette coalition avec l'Inde, et aujourd'hui, il y a 140 adhérents, pays, associations, ONG, entreprises, autour de cette coalition. L'initiative africaine pour les énergies renouvelables, qui est à mon avis une initiative clé par rapport à la transition énergétique et par rapport à la justice climatique. L'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction, notamment toute la problématique des bâtiments en zone chaude, avec la promotion de la réutilisation des techniques de terre crue, qui ont parfois été oubliées, alors que ce sont finalement les meilleurs isolants. Donc il faut revenir aussi à des savoir-faire qui ont fait leurs preuves et qui ont parfois été oubliés. L'initiative CRUISE sur les systèmes d'alerte précoce,
La mission innovation, qui va faciliter le financement public et privé des technologies bas carbone. La coalition pour le prix du carbone, qui est pilotée par la Banque mondiale, mais sur laquelle la France est très à l'offensive, parce que c'est la capacité que nous aurons à faire émerger un prix du carbone qui va permettre aussi d'accentuer la rentabilité des investissements dans les énergies vertes. Nous avons ensuite le pacte de Paris sur l'eau, là aussi, dont les premiers projets opérationnels sont prêts. Et enfin, la 8e coalition que je suis en train de structurer, c'est la plateforme internationale sur l'océan et le climat. Parce que la France étant l'un des tout premiers pays océaniques au monde, il nous appartenait aussi d'être, grâce à tout le travail de la plateforme Océan en particulier, nous avons été très à l'offensive pendant la COP 21. Pour la première fois, l'océan a été présent au cours d'une conférence sur le climat. L'océan apparaît dans l'accord de Paris et depuis, un certain nombre d'initiatives ont été prises comme l'extension des aires marines protégées ou la coalition contre les sacs plastiques à usage unique et contre les déchets plastiques qui font tant de dégâts sur l'océan. Et puis, au fond, toutes ces solutions internationales sont à décliner à l'échelle locale, ce que vous faites très bien dans l'initiative que vous avez prise, et cela en mobilisant tous les acteurs, comme les entreprises, les territoires, les citoyens, bien évidemment. Alors, à titre d'illustration aussi, pour contribuer à ma façon à vos travaux, je voudrais citer les territoires à énergie positive, qui appuient une dynamique sans précédent en faveur de la transition énergétique, et là aussi à partir de leur identité, à partir de leur choix, à partir de leurs ressources humaines sur les territoires. Aucun projet ne ressemble à un autre. C'est d'une grande variété et d'une grande diversité. Nous avons aujourd'hui 500 territoires à énergie positive qui ont signé une convention avec le ministère, 150 territoires zéro déchet, zéro gaspillage, et 10 villes, objectifs villes respirables aussi, qui mettent en place des actions qui sont encore plus exigeantes que la loi de transition énergétique. Tout cela est accompagné par le Fonds de financement de la transition énergétique qui permet de faire un effet levier sur ces territoires. Et aujourd'hui, on observe que nous avons sur ces territoires 800 projets éoliens, plus de 3 millions de mètres carrés de panneaux solaires déployés, plus de 650 bâtiments publics et 65 000 logements rénovés basse consommation, pour une surface totale de plus de 4 millions de mètres carrés, 2800 véhicules électriques achetés par ces territoires, 4000 bornes de recharge, et donc l'évaluation est de 550 000 tonnes de CO2 évitées par an grâce à ces initiatives territoriales regroupées donc dans ce concept de territoire à énergie positive pour la croissance verte. J'en reçois 80 nouveaux cette semaine pour signer à nouveau des conventions, donc j'observe aussi une montée en puissance très forte de ces territoires qui se saisissent à la fois de la dynamique de l'accord de Paris, mais aussi de l'application de la loi de transition énergétique. Je voudrais aussi insister, parce que c'est aussi quelque chose qui va vous animer pendant cette journée de travail, c'est la participation des citoyens. Alors, il y a longtemps que je crois profondément à la démocratie participative. Je sais que vous aurez l'intervention de Michel Hervé, qui a déployé des concepts tout à fait intéressants sur le management participatif. Et c'est vrai que ce souci-là doit nous guider. Et en particulier, je voudrais rappeler que dans la loi de transition énergétique, nous avons inscrit d'abord le droit à l'expérimentation des territoires et aussi les mécanismes de financement participatif des énergies vertes. Le décret a été publié, donc ça c'est vrai aussi que parmi les adhérents de votre association, ils peuvent se saisir de ces nouveaux outils de financement participatif pour permettre la montée en puissance des énergies vertes. Et enfin, peut-être je voudrais évoquer toute la problématique des entreprises qui sont inscrites dans la transition énergétique, qui sont fortement créatrices d'emplois verts, puisqu'on estime à 1 million d'emplois vers ceux qui s'inscrivent dans les nouvelles filières de la transition. On observe aussi dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des travaux d'isolation, dans le domaine des énergies renouvelables aussi une montée en puissance des emplois. Alors c'est parfois douloureux parce qu'il faut au fond accompagner la mutation de l'industrie du passé vers l'industrie du futur. C'est
pas facile quand il faut fermer des centrales à charbon pour inventer autre chose sur les territoires, pas facile quand il faut fermer des réacteurs nucléaires, parce qu'il faut inventer autre chose sur les territoires pour accompagner ce nouveau modèle énergétique. Mais ce que j'observe, c'est que plus la transition énergétique est rapide, moins elle est difficile, paradoxalement. Or, souvent, on a un discours sur « mais donnez-nous plusieurs années, on y arrivera ». En fait, non, c'est dans la rapidité de la transition énergétique, du changement de modèle aussi, qu'on peut rendre ce changement de modèle attractif et motivant. Je sais que vous organisez aussi la France des Solutions Académie avec les moins de 26 ans. C'est une très belle initiative. Et comme vous le savez aussi, j'ai lancé la Green Tech verte. Donc là, elles sont tout à fait disponibles aussi pour participer à vos travaux. 50 startups ont permis d'émerger. 170 PME sont engagées dans cette communauté de la Green Tech verte. Le deuxième appel à projet est en cours. Et bien évidemment, j'encourage tous les acteurs à candidater, notamment les participants à vos tables rondes, notamment la table ronde relative aux alternatives aux pesticides, aux produits de biocontrôle, etc. Et je trouvais que l'ordre du jour de vos travaux était tout à fait passionnant. Voilà, je voudrais saluer les personnalités, bien sûr, ici présentes, rappeler aussi la mémoire de Stéphane Hessel, qui a tellement dit des choses tellement profondes et tellement fortes, comme par exemple ceci, il ne s'agit pas d'être bon ou de faire le bien, même si c'est déjà pas mal d'être bon et de faire le bien, mais de mener une vie qui ait de la signification, qui ait du sens et qui porte une responsabilité. Et cela conduit à choisir la difficulté plutôt que l'égoïsme. Et ça, c'est une très bonne chose. Des principes, des valeurs, nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin de ces principes et de ces valeurs. Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une société dont nous soyons particulièrement fiers. Et au fond, les choses sont dites avec simplicité, mais avec force. Et je sais que c'est aussi les valeurs qui vous animent et qui vous ont permis d'organiser cette rencontre si importante, je le répète, à ce moment historique que nous vivons. Nous vivons un moment historique et nous réussirons à rester en dessous des 2 degrés si tout le monde s'y met. C'est aussi simple que cela. Et ça me rappelle cette belle phrase de Gandhi, que je redisais récemment, parce que l'Inde a choisi de ratifier, vous le savez, très récemment, le jour anniversaire de la naissance de Gandhi. Il disait ceci pour, au fond, symboliser aussi le mouvement collectif. Il disait « seul on peut aller vite, mais ensemble on peut aller loin ». Donc je crois que c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Et je voudrais vous remercier de votre engagement et vous remercier de votre attention. Bons travaux en tout cas pour toute cette journée. Merci beaucoup.